grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. 3 sujets au menu du forum de la presse de ce vendredi 27 novembre 2015. L'évolution du dossier de l'attaque de l'hôtel Radisson, la grève des institutions bancaires et établissements financiers et la 24e édition des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre décrétées par les Nations Unies. Pour revenir sur ces événements qui auront sans doute marqué la semaine, nous avons dans ce studio 3 invités, on en aura 4, le 4e sera là dans un instant. Il s'agit de Madame Tokola Awasemega de Kunafoni.com. Bonsoir Madame. Bonsoir. Makan Kounate de Maliba FM. Bonsoir Makan. Bonsoir. Nous aurons Amadou Diallo. Dans un instant, il est de l'essor. Pour l'instant, nous avons dans ce studio Abdoulaye Nyang. Abdoulaye Nyang est de la radio Dambé. Monsieur Nyang, bonsoir. Bonsoir monsieur. À la présentation, Seydou Fomba, auditrice auditeur, bienvenue. Studio Tamani. Le Mali vient d'observer 3 jours de deuil. C'était, comme tout le monde le sait d'ailleurs, suite à l'attaque de l'hôtel Radisson. L'état d'urgence est en vigueur pour 10 jours. Les enquêtes se poursuivent. On apprend aujourd'hui d'ailleurs que 2 suspects ont été arrêtés. Ça commence peut-être à bouger, non? Madame Togola, Awasemega de Kunafoni.com. Alors, le dossier de l'attaque de l'hôtel Radisson, je disais qu'on a appris aujourd'hui que 2 suspects ont été arrêtés. C'est le signe du fait que les choses commencent à bouger? Oui, ça commence à bouger, certes, parce qu'il y a eu 2 personnes qui ont été arrêtées, notamment à Missabougou et à Marseille. Mais je pense qu'il faut toujours rester en alerte, parce que ce n'est pas encore fini. Makan Konaté, Maliba FM. Je me réjouis effectivement de ces 2 interpellations. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des suspects parce que l'enquête a commencé à partir du téléphone portable des personnes qui ont été, des terroristes qui ont été tués au niveau de l'hôtel Radisson. Donc l'enquête a remonté jusqu'à ces 2 personnes. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont également impliquées. Et il y a lieu maintenant de féliciter nos forces armées et de sécurité qui ont beaucoup fait quand même pour que cette enquête-là puisse avancer. Il faut remercier également les forces américaines, françaises et canadiennes, tous ceux qui ont contribué à la progression de l'enquête. L'arrestation de ces 2 suspects, qu'est-ce que vous en pensez, Abdoulaye Nyang de Radio Dambé? Oui, je dois saluer d'abord le professionnalisme de notre service de renseignement qui a permis en ainsi peu de temps de donner un résultat satisfaisant. Et contrairement à beaucoup de cas, on dit toujours que l'enquête est ouverte et l'enquête reste ouverte ad vitam aeternam, c'est-à-dire éternellement. Et si en quelques jours seulement on a pu trouver quelques suspects, je pense qu'il faut saluer le professionnalisme de nos services de renseignement, même s'il faut regretter ça a été plutôt une réaction qu'une anticipation. Et ce qui serait mieux, c'était plutôt de prévoir ce genre d'attaque, en fait de les prévenir. Mais tant mieux si on parvient quand même à découvrir les suspects. Ça aussi, c'est une bonne chose qu'il faut féliciter. Et il faut aussi remercier tous les partenaires internationaux qui ont apporté quelque chose à la réussite de cette enquête. 2 suspects arrêtés. Donc, est-ce à dire que l'enquête relative à l'attaque de l'hôtel Radisson est entrée dans une phase nouvelle, Amadou Diallo? Merci. Effectivement, c'est vraiment quelque chose de salutaire. Et c'est déjà une piste de solution et ensuite et d'espoir. Donc, c'est vraiment une page nouvelle qui s'ouvre dans ce dossier. Alors, après le 20 novembre, on va maintenant nous intéresser à la sécurité, la situation sécuritaire. Dites-nous, la sécurité a-t-elle été suffisamment renforcée après le 20 novembre, Madame Togola Awasemega, Kunafoni.com? Alors, je dirais malheureusement non, parce qu'il y a eu un relâchement, un laisser-aller. Et je pense que depuis cette date-là, la sécurité, bien avant, et puis à partir de cette date-là, la sécurité aurait dû être doublement renforcée.
Et quand on se rappelle les attentats de la terrasse qui se sont passés, et après ça, au moment des attentats, il y a eu la sécurité qui était un peu accrue. Mais après, les gens ont oublié, il y a eu beaucoup de relâchements et même les contrôles au niveau des hôtels, au niveau des entreprises, des institutions. Je pense que c'est assez léger. Il est extrêmement important de rester très, très vigilant à ce sujet-là. Aboubacar Konaté, Maliba FM. Et moi, je dirais plutôt que il est important aujourd'hui, parce que depuis l'attaque de l'hôtel Radisson, le président de la République a mis l'accent sur le renforcement des capacités de nos forces spéciales. Il l'a dit à la télévision nationale, nous l'avons tous écouté. Mais il a certainement oublié de dire également qu'il faut mettre l'accent sur le renseignement. On ne peut pas gagner une guerre sans renseignement. Or, aujourd'hui, le Mali est en guerre. Les services de renseignement du Mali sont sous-équipés, n'ont pas de moyens techniques, n'ont pas de moyens financiers. Or, c'est un service très important qui fait de très bonnes choses et qui est rattaché à la présidence de la République. Aujourd'hui, il est important de mettre l'accent surtout sur les renseignements. Et le président de la République doit penser à cela. On ne peut pas comprendre que des ministres détournent des milliards, ou bien sont impliqués dans des questions de détournement de milliards, et que les services de renseignement n'arrivent même pas à trouver un budget de fonctionnement. Donc, ça, c'est paradoxal et c'est incompréhensible. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur le renseignement. En moyens techniques, financiers. Deuxièmement, il faut mettre l'accent également sur la formation des capacités de nos forces armées et de sécurité, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Déjà, beaucoup de choses ont été faites avec les moyens de base que ces forces-là ont, les forces armées et de sécurité, les services de renseignement. Mais jusque-là, je pense qu'il faut renforcer encore cela. Et ça demande des moyens techniques, ça demande des moyens financiers, ça demande de la formation. Et le président de la République doit veiller à cela avec son ministre de la Défense. Abdoulaye Niang de Radio Dambé. Oui, moi, j'accuse surtout les forces internationales en présence et également les gouvernements, parce qu'on sait qu'après l'attaque sur le bar, la terrasse, en tout cas, on ne devrait plus connaître une telle situation et au même catégories d'endroits qui sont les hôtels, surtout les hôtels fréquentés par les Occidentaux. Je suis étonné parce que mercredi, moi j'ai quitté l'hôtel Radisson Blu. J'ai trouvé un dispositif sécuritaire chétif, c'est-à-dire qui ne rassure pas du tout parce qu'il n'y a pas de garde militaire. Ça c'était avant ou après l'événement? Avant l'événement, mercredi. L'événement c'était le vendredi. Mercredi, 19h, j'ai quitté là-bas et pendant tout le temps que j'étais dans l'hôtel, je n'étais pas du tout rassuré. Parce que je sais que la situation dans laquelle se trouve notre pays et un hôtel comme Radisson Blu, fréquenté par les Occidentaux, est une cible, de prédilection de la part de ces djihadistes. Comment comprendre qu'il y ait ces Occidentaux dans un tel hôtel et qu'il n'y a pas de garde militaire qui veille à la porte? Je pense que ça, le gouvernement doit être accusé sur ce point. Et je pense que les forces internationales en présence doivent collaborer avec le gouvernement dans les renseignements et dans la prévention de ce genre de situations. Je pense que sur ce coup, il y a eu des failles au niveau sécuritaire. C'est ce qui a pu provoquer parce qu'on n'a pas eu l'esprit de présence pour anticiper et prévenir une telle situation. Je voulais rebondir sur ce point-là. Je voulais dire que concernant les contrôles, parce qu'on dit que c'est un véhicule diplomatique qui est à bord de ce véhicule diplomatique que les assaillants seraient venus. Je pense que le contrôle doit être concerner tout le monde. Que ce soit les véhicules diplomatiques, que ce soit les véhicules de la présidence, que ce soit les véhicules normaux. Je pense que vraiment, il faut que le contrôle soit extrêmement minutieux. Mais il paraît qu'officiellement, ces véhicules n'ont pas transporté les terroristes. Officiellement, oui, mais comment est-ce qu'ils ont eu accès
à l'hôtel? C'est ça la question. C'est ça la question, puisqu'ils Justement. disent que les enquêtes sont en cours. En tout cas, la version officielle, ces véhicules n'est pas concerné par l'attentat, officiellement. C'est ce qu'a répété d'ailleurs le ministre devant le Parlement hier même. Donc officiellement, le véhicule n'est pas... Mais les questions restent posées. Il y a trop de zones d'ombre. Autrement dit, vous à ce- voulez à ce dire qu'il y niveau. a toujours du flou à ce niveau. Il y a du flou. Il y a Non, certainement. justement, Moi, je voudrais dire, crois ce véhicule-là n'appartient pas aux djihadistes. Ils ne sont pas venus dans ce véhicule immatriculé corps diplomatique qu'on a montré à la télé. C'est une information qui est fausse. Le véhicule appartient à un particulier, à un chauffeur qui était venu pour une commission. Et ce n'est pas non plus un véhicule des Nations Unies. Donc, c'est une fausse information qui a été diffusée à l'époque par une certaine radio. Bon, voilà, mais l'information, elle est fausse. Les djihadistes, là, d'après certaines informations, seraient venus à pied, avec un sac. Donc, Et on n'a pas contrôlé ce sac. Bon, Normalement. ils seraient moi, je venus crois à que pied On ne- et s'asseoir quelque part avec leur sac avant de se préparer maintenant et attaquer l'hôtel. Amadou Diallo. Voilà. Je vais dire à mon frère Nyang, c'est-à-dire qu'on cesse de s'autoflageller. Je dis ça parce que, vous savez, ces gens-là, quelqu'un qui décide de mourir, mais en mourant, je vais mourir avec des gens, quelle que soit l'armée la plus puissante, comme celle des Américains, on ne peut pas contenir ces gens. On peut anticiper, je suis d'accord, mais l'anticipation, le Mali ne peut pas plus être renseigné que la France. Mais entre l'attaque du journal Charlie Hebdo et puis les derniers événements, il y a combien de temps? Et pourtant, ils ont été avertis. Mais est-ce que ça a empêché? Non, je crois que ça dit qu'il ne faut pas s'autoflageller. C'est vrai qu'il y a eu des drames. Il faut tout de même porter un regard critique. Tout à fait. Je suis d'accord qu'il faut porter des regards critiques, voir là où ça n'a pas marché. Est-ce une telle attaque Chercher à... est possible sur l'hôtel de l'amitié, c'est possible? Permettez que... Allez-y, M. Diallo. Voilà, donc je dis que il ne faut pas s'autoflageller. Il y a certes des failles, il y a certes des manquements à corriger, je suis d'accord. Mais dire que ça ne devait pas arriver, moi je dirais que ça peut arriver partout et n'importe comment. Et comment? Ça peut arriver partout. Ça a été dit, c'est une situation à laquelle on ne peut jamais être préparé à 100%. Il y a certes, on peut travailler, comme Maran l'a dit, je suis d'accord avec Maran, il faut anticiper par le renforcement des services de renseignement. Ça, c'est vraiment... Il y a un autre volet également. La seule façon de contenir ces gens-là, il faut pouvoir les pénétrer. Et même ça, il y a des insuffisances. Parce que des gens qui veulent faire du mal est en avance déjà sur ceux qui se protègent. Justement, raison pour laquelle il faut pour mener ça, une guerre idéologique. Mon confrère ne doit pas oublier que l'année dernière, une cellule djihadiste a été démantelée à Bamako. Quand Soumé Loubou et Maïga étaient aux affaires. Et leur cible, c'était les hôtels Blabla, il y avait Amandine, les hôtels fréquentés par les Occidentaux. Je pense qu'à partir de là, il devrait y avoir des dispositifs devant les hôtels fréquentés par les Occidentaux. Cela était possible. Sécuriser à 100% tous les pays ou toute la ville, cela n'est pas possible. Écoutez, mais sécuriser certains endroits... Il n'y a pas que, en plus de sécuriser, je pense qu'il y a une autre lutte qu'il faut mener. faut C'est voir quoi cette lutte cette lutte religieuse, notamment les prêches, il faut contrôler les prêches. Avant d'arriver à ces prêches. Il faut commencer par ces prêches, justement. Il faut commencer par ça, parce que c'est à partir de ça, en fait, que la guerre idéologique commence. S'ils n'ont pas peur de la mort, c'est parce que c'est un lavage de cerveau qu'on leur a fait. Donc c'est extrêmement important que ces prêches-là soient très bien contrôlés, très bien menés, et que les leaders religieux s'impliquent profondément dans cette histoire. Avant d'arriver là, on n'est pas sur ce sujet. On n'est pas sur ce sujet. Même s'il y a des prêches incendiaires, mais pourquoi ne fait-on pas de la sorte avec l'armée régulière pour que l'armée ait une conviction, mourir pour une conviction? Mais l'armée doit être formée à ça. Avant cela, après le démantèlement d'une cellule djihadiste qui avait ciblé certains endroits connus,
Donc, je pense que ces mêmes endroits, excusez-moi, ne devraient pas tomber aussi facilement. Prendre une centaine de personnes facilement en otage, sans résistance. Mon cher ami. Il n'y avait pas de garde militaire. Je vais en venir. Je pense que je ne suis pas. Est-ce que c'est possible? L'hôtel Radisson. L'hôtel de l'amitié. Devant l'hôtel de l'amitié, est-ce que c'est possible? L'hôtel Radisson Blue, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à la date, ce qui devait arriver peut arriver. Mais jusqu'à ce jour-là, avant de rentrer, on a tous subi ça. Nous sommes journalistes, on vient pour couvrir nos événements, on nous fouille à la porte. Moi, je n'ai pas été fouillé mercredi soir. Bon, je ne peux pas confirmer ça. Mais c'est un hôtel où pour y accéder, il y avait des éléments de la sécurité qui fouillaient n'importe qui rentre. Oui, mais Diallo, je pense que sur ce point-là, ces gens-là, ils ont frappé avant de rentrer. Ça a été connu. Je suis d'accord avec Niang sur ce point-là, parce que là, on fouille. C'est vrai, ils fouillent, mais les fouilles ne sont pas faites minutieusement. Ces gens-là n'ont même pas donné le temps d'être fouillés. Ils ont frappé déjà avant de rentrer. Mais les fouilles ne sont pas faites minutieusement. Ceux qui doivent fouiller, qui sont à la porte de l'hôtel, ont été abattus avant qu'ils ne commencent. Mais est-ce que ce scénario est possible à l'hôtel de l'amitié? À l'hôtel de l'amitié? Oui. Mais avec l'aménagement là-bas? Mais ce n'est pas arrivé. Mais pourquoi? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, mais rien ne prouve que ça ne peut pas arriver. Ils ont frappé en France. Ah oui. Nous allons donc ils ont frappé là où François Hollande était. Le stade. Vous croyez réellement que c'est sérieux? Mais moi, mon cher ami, je ne juge pas. Non, mais c'est sérieux, c'est un fait qui est là, qui est établi. Voilà, c'est non loin du stade que. Hollande a été. Les djihadistes il a été exfiltré. Le président français a été exfiltré. Voilà, on ne peut pas être plus sécurisé que les Français. Chacun a son opinion, mais on va souligner que Radisson n'est pas l'hôtel de l'amitié, parce qu'on sait quand même qu'il loge à l'hôtel de l'amitié. Ce n'est pas comme l'hôtel Nord-Sud également. Oui, mais c'est un endroit ciblé par ces djihadistes. Mais mieux protégé, certainement. Protégé par quoi? Je ne sais pas si c'était protégé, cet événement n'allait pas arriver. Mais c'est des gens qui ont tapé déjà avant de rentrer. Ils ont tiré sur les gardes avant de rentrer. Donc, ça veut dire qu'il fallait un dispositif sécuritaire sérieux devant cet hôtel. C'est ce que je veux dire. Alors, mon cher ami, pour votre information, non seulement en plus des agents de sécurité privés qui sont là-bas, il y a des agents de sécurité qui sont là-bas. Et avant d'accéder à l'hôtel, on te fouille. Mais ici, dans ces cas précis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas vrai. Ça a été dit. Moi, je n'étais pas là-bas en ce moment. L'hôtel Radisson. L'hôtel Radisson. Avant de rentrer, les djihadistes là, ils ont tiré sur les gens déjà à la porte. Comment on peut avoir le temps de fouiller ces gens? Mais comment est-ce qu'ils ont pu tirer ces gens, justement, sur ces gens à la porte? Mais n'importe qui peut passer. Non, justement. N'importe qui peut passer. D'où le contrôle. Non, le contrôle, ça, c'est à l'intérieur. Je vais vous expliquer. Le contrôle, c'est à l'intérieur. Un scénario. Je peux avoir mon arme dans un sac. Je m'approche de l'hôtel. Et puis, je sors l'arme. Je commence à tirer. Les gens paniquent. Les gens paniquent parce que le Malien n'est pas habitué à ça. Et dès que les gens paniquent, je pénètre à l'intérieur de l'hôtel. C'est comme ça que les choses se sont passées. Ils ont créé une situation de panique d'abord avant de pouvoir entrer dans un hôtel où il n'y a pas suffisamment... Ça dit que cette menace-là, c'est venu soudain. Un hôtel ouvert au public, qui n'est pas un hôtel pris totalement loué comme l'hôtel de l'amitié, totalement loué comme l'hôtel Nord-Sud. Mais pourquoi ils vont monter tout un arsenal? Avec des personnalités on a consacré assez de minutes à cette question. Je crois qu'on va passer à une autre. La question qu'on va aborder à présent, c'est les revendications. Qu'est-ce qu'on sait à présent des revendications de cette attaque? Je pose la question à Mme Togola, à Wassemega. Alors, les revendications, je crois qu'il y a deux groupes qui ont revendiqué. Notamment Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar, et ensuite il y a le front, le FLN, qui avait aussi revendiqué. Donc on ne sait pas exactement qui sont réellement les auteurs de cet attentat-là. Les recherches sont en cours, on ne sait pas. Franchement, je ne saurais le dire. Amadou Diallo. Bon, comme ma consoeur l'a dit, c'est-à-dire que sur ce plan, on ne peut pas
être affirmatif sur quoi que ce soit, parce que puisque c'est des groupes, bon, les soi-disant spécialistes, parce que moi j'appelle comme ça, qui ont intervenu sur RFI, disent qu'on essayé de déconnecter les deux groupes. Mais moi, ce qui me paraît plausible, c'est que puisque c'est des gens qui parlaient anglais, alors ils ne peuvent venir que d'un pays anglophone. Maintenant, que Mourabitou nous revendique ou que FLN, le Front de Libération de Massina revendique, je ne crois pas que c'est une manière de détourner la piste. C'est une manière de brûler la piste. Mais avant ça, Iyad quand même a fait des déclarations. Donc maintenant, est-ce que Iyad est avec Mourabitou? Est-ce que Iyad est avec le Front de Libération de Massina? De toutes les façons, ils sont tous des admis. Ou bien est-ce qu'il est avec l'État islamique du Nigeria? Donc, dans tous les cas, comme les enquêtes sont en cours, on va être mieux édifié. En tout cas, moi, j'ai fait entièrement confiance à nos services de renseignement qui ont prouvé plusieurs fois qu'on peut leur faire confiance. Alors, Abdoulaye Niang, est-ce que vous pensez qu'à cette date, on ne peut privilégier aucune piste? Je pense qu'on peut citer 1000 noms, mais c'est un seul groupe. Ce sont les tentacules de la même pieuvre, tous au sol de l'Occident, dans sa folie guerrière, dans sa folie des conquêtes et des pillages de nos ressources. Quel lien avec cette attaque terroriste? Ils sont tous munis d'un drapeau noir, avec la revendication comme charia, même mode opératoire, donc même combat, même objectif, même vision. Ils peuvent avoir 1000 noms selon les endroits, mais ce sont les tentacules de la même pieuvre, de l'État islamique en passant par Al-Qaïda, Al-Shabaab, Boko Haram, je ne sais quoi, tentacules de la même pieuvre. Cette diversité d'appellations est juste faite pour briller la piste, pour entretenir davantage de confusion et s'aimer davantage d'amalgame. Je pense que ça ne doit pas être considéré comme une idéologie, encore moins comme une religion, mais un crime. Les harkis des temps modernes. Maran Konaté. Bon, je ne peux pas me permettre de pointer un doigt sur l'Occident pour dire que l'Occident est derrière tout ça. Parce qu'on a connu Charlie Hebdo à Paris. On a connu récemment les attaques qui viennent de se passer encore en France. On a vu que les États-Unis, les World Trade Center ont été attaqués. Donc, on a vu qu'il y a eu des cas en Belgique. Donc, un peu partout, moi, je ne peux pas me permettre de pointer un doigt sur eux. Mais je comprendrais que c'est une sorte de mafia soutenue par ce qu'on appelle des fous de Dieu, des gens qui détiennent de l'argent et qui, au nom de l'islam, veulent imposer quelque chose qui ne doit pas se faire. Moi, je comprends ça de cette façon. C'est ma façon de voir les choses. Iyad Agali, vous savez, les attentats ont été revendiqués par deux groupes, Al-Mourabitoun et puis il y a le groupe de Amadou Koufa. Tous ces deux groupes-là sont à la recherche de l'argent. Parce que Iyad Agali n'est autre qu'un fripou, un vendeur d'alcool, un trafiquant de drogue, de ceci et de cela au nord. Iyad Agali ne vit que de ça. Vente de drogue, même les terroristes qui sont venus se faire exploser, ils ont une sorte de drogue qu'on leur donne. Une fois que tu consommes cela, tu penses que le monde t'appartient et que tu peux te permettre tout. Plus le lavage de cerveau, comme l'a dit Awa, etc., etc. Donc, Iyad Agali fait de la vente d'alcool, vente de drogue, vente de tabac. Il permet également à certaines personnes de passer à partir du nord pour aller vers le Maroc et essayer de transiter vers l'Espagne. Donc, il n'est vu que de ça. C'est son quotidien. Donc, c'est lui qui ravitaille ces gens-là en argent. Il leur donne de l'argent. Donc, tout le monde veut revendiquer l'attentat et dire que oui, c'est moi qui ai fait le coup. Et les deux personnes qu'on a montrées à la télé, tout le monde sait qu'en les voyant quand même, rien qu'à les voir, on sait que ce sont des gens qui doivent être proches des Peuls.
des Peuls. Ça reste à prouver. Voilà, donc bon, je ne peux pas l'affirmer directement, mais quand même en les regardant à la télé, on sent Une que... dernière question pour boucler ce dossier. Avec la situation qui prévaut aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les fêtes de fin d'année qui arrivent là, qui sont déjà proches, Madame Togola? Bon, je pense que les fêtes de fin d'année qui sont proches, on ne doit pas non plus gâcher notre liberté de... Mais en termes de sécurité... oui, non, la sécurité, elle doit être au maximum. Qu'il y ait attentat ou pas, la sécurité doit être renforcée et la vigilance de mise. Oui, mais c'est un moment particulier. Oui, justement. Plus délicat et il faut encore plus renforcer la sécurité en ces moments de fête-là. Amadou Diallo. Bon, les fins d'année, moi je crois qu'il appartient à chaque citoyen de veiller sur sa propre sécurité. Tout simplement en communiquant, en informant qui est droit sur chaque mouvement suspect. C'est la seule manière de combattre, c'est une manière efficace de combattre ce fléau-là. Donc chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. Mais ne pas leur donner, ne pas vraiment leur faire cadeau de nous priver de notre liberté. Je crois qu'il faut aller au-delà, mais tout en veillant sur sa propre sécurité. Donc en se protégeant, on protège les autres. Voilà. Abdoulaye Niang. Je pense que le gouvernement doit faire extrêmement attention parce que le gouvernement veut profiter, donner l'impression que ça va alors que ça ne va pas. Donner l'impression qu'il n'y a pas de problème alors que nous sommes un pays en guerre. Il faut faire sentir l'état de guerre. C'est pourquoi ce genre de choses nous surprennent. Donc, avec ces fêtes, vous parlez des fêtes de fin d'année, mais comment est-ce que cette fête-là est comprise par ces fanatiques qui ont des armes, qui font des attentats au nom de l'islam, alors qu'ils ne comprennent pas assez de choses en islam. Ils pensent que c'est shirk, ils pensent que c'est haram. Donc c'est un moment qui serait bien choisi pour eux, pour faire parler d'eux. Et ça fait un effet médiatique important, que Dieu nous en préserve. Mais il faut que l'État fasse sentir qu'il y a l'état de guerre et qu'il faut faire extrêmement attention et que le danger peut venir de partout. Et veiller à cela, travailler les citoyens à cela pour que chacun de nous puisse se considérer comme soldat tel qu'il avait été demandé par le président de la transition, M. Dioncounda Traoré. Et cela devait être présent dans l'esprit de chaque Malien. Mais malheureusement, le gouvernement donne l'impression que ça va pour essayer de faire son mandat tranquillement, pour essayer de tromper les autres alors qu'il ne trompe que lui-même. Makan Konaté. Mon frère, le gouvernement ne trompe personne. Le gouvernement ne trompe Il ne peut pas le faire non, parce que c'est se tromper soi-même. Parce que nous vivons au quotidien ce qui se passe. Nous vivons au quotidien ce qui se passe. Nous allons entrer dans une période festive, c'est vrai, le mois de décembre, il y a le 25 décembre, il y a le 31 décembre. Voilà, donc c'est une période de fête. Mais dire que le gouvernement n'est pas au courant de ce qui se passe, là, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, des messages de sensibilisation sont en train de passer. Des messages de sensibilisation passent. Et l'un des rôles de nous autres communicateurs, c'est également de jouer notre partition dans le cadre de la sensibilisation, de l'information et de la communication. Il faut qu'on informe la population. Mais le gouvernement ne montre pas qu'il y a l'état de guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais on ne sent pas. Cela est connu, mais on ne peut pas créer également une certaine psychose de faire peur à l'opinion. Non. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que le gouvernement est en train de faire de son mieux pour faire croire à l'opinion, de faire extrêmement attention et d'informer les autorités chaque fois qu'il y a constat d'une situation suspecte. Cela, il y a ce message qui passe à la télé de façon régulière, les numéros verts, etc. Mais nous autres, qu'est-ce que nous pouvons faire? Posons-nous la question, qu'est-ce que nous avons fait juste là pour lutter contre cette situation de terrorisme, contre cette situation d'insécurité? Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Mon confrère, il oublie que la majorité des Maliens ne savent pas qu'il y a encore problème après la signature de l'accord. Tout le monde sait. À chaque fois qu'il y a l'attaque, les gens posent la question, il y a encore tout le monde le sait. Je vais vraiment dire à notre confrère que essayer de créer la panique. Ce n'est pas la panique. Non, ça dit que l'état des guerres là,
permettre c'est-à-dire que donner de l'arme aux militaires, se promener comme si avec nous dans la... Sortir les chars. Ça crée encore plus de problèmes que ça ne résout. Ça veut dire quoi? Ce que vous voulez, si on maintient ça, on va rester à la maison. Non. Et tranquille. Maintenant, si on reste à la maison, comment on va vivre? Non. Il faut créer... Il ne s'agit pas de rester à la maison. Je vais donner un exemple. Hein. Il ne s'agit pas de mettre en place un plan Vigipirate. Ce n'est pas ça non plus. Non, je vais donner un exemple. Hier, il y avait une fête aux États-Unis. Le chef de la sécurité, le chef de Manhattan, il a dit aux gens, sortez, allez fêter. Moi-même, mes petits-fils vont fêter avec vous. Et la rue s'est pleine. Totalement pleine. Ça dit qu'il faut rassurer les gens. Certes, il y a des problèmes, mais est-ce qu'on doit écrire sur le front qu'il y a problème? Vous prenez à l'extrême. Non, en écrivant sur le front... Montrer qu'il y a problème. Non. Ce n'est pas semer la panique comme vous comprenez. Ça dit qu'en écrivant sur le front, est-ce qu'on résout le problème? C'est pas ça non plus. Non. Vous m'avez pas du tout compris. Il faut calmer les gens. Ça dit qu'il faut rassurer un gouvernement a pour mission d'abord de rassurer les citoyens. C'est pourquoi moi j'ai parlé, je n'aime pas parler du gouvernement parce que le gouvernement c'est moi-même. Le gouvernement c'est moi-même d'abord. Qu'est-ce que moi je veux de mon gouvernement? Chaque citoyen, il a du devoir de chaque citoyen. Si le gouvernement ne veut pas écouter le peuple. Non, il a du devoir de chaque citoyen de veiller sur sa propre sécurité. D'abord, parce que le gouvernement là, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, c'est un homme comme vous et moi. Mais où est-ce que vous mettez les prérogatives et la responsabilité d'un gouvernement? Pardon, j'ai dit, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, c'est un être humain comme moi. Pas comme il n'est pas comme nous. Non. Attends. C'est un citoyen. C'est un citoyen. C'est un citoyen comme vous et moi. On a souscrit à une vie en communauté, à une vie en société, librement. Il nous appartient, chaque élément de la société, de veiller d'abord sur l'équilibre de la société. Maintenant, ceux-là à qui on a dévolu notre responsabilité pour parler au nom de nous tous, ont certes une responsabilité plus lourde, mais la première responsabilité, parce que le ministre là, quand moi je meurs, ce n'est pas le ministre qui meurt. Hein? Et donc, il t'appartient d'abord de veiller sur ta propre sécurité. Et pour ça, il n'y a pas de prix pour ça. Et donc, dans ça, tout le monde se retrouve, y compris les citoyens Amadou, les citoyens Anne, les citoyens Tchema Iber Koulibaly, l'autre la Traoré, j'ai oublié son nom, le président Ibrahim Boubacar Keïta. On est tous citoyens d'abord. Moi, je crois qu'il faut aller sur ce terrain. Ça dit qu'il faut que les gens apprennent à jouer leur rôle dans la société. Sinon, le gouvernement ne peut rien faire. Je voudrais ajouter que... Tamani, excusez, nous allons quand même observer une courte pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vu le temps qu'il nous reste, nous allons donc aborder le second volet de cette émission. Un autre événement qui aura marqué la semaine, c'est la grève de 72 heures observée par l'Association des professionnels des banques et établissements financiers. Vous êtes certainement intéressé aux raisons de ce mouvement, Madame Togola Awasemega? Oui, absolument. Je crois les raisons de la grève, c'était notamment un conflit entre les banques et les institutions judiciaires qui, notamment le syndicat de la banque expliquait que quand il y a un problème entre un client et la banque, la justice vient directement prendre l'agent de la banque au lieu plutôt de s'adresser à la banque, à l'institution et pas à la personne. Donc je pense que c'est ce problème qui existe entre les banquiers et la justice et la grève de 72 heures. Je suis tout à fait d'accord qu'elle s'est tenue. Voilà, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu de grève des banquiers. Et les premiers concernés, les premières personnes à qui ça a fait beaucoup de mal, ce sont les banquiers eux-mêmes. Mais ils ont pris je pense, la bonne décision de faire cela pour montrer leur point de vue, leur mécontentement. Et je pense qu'ils ont été un peu compris. Amadou Diallo? Bon, ça c'est un problème compliqué. Hein. Ça dit que
La grève, l'autre jour, le président de la PBF, le PDG de la BNDA, qui disait que le principe de liberté, le principe d'indépendance de la justice sacro-saint doit être respecté à tout prix. Et le principe de grève aussi est un droit reconnu par la Constitution qui doit être appliqué. Et maintenant, entre les deux, l'intermédiaire, ça c'est le compromis. Alors, moi je crois que les deux, il ne faut pas qu'il y ait un dialogue dessous entre les banquiers et la justice. Peut-être que nous, citoyens lambda, notre rôle c'est de savoir est-ce que le banquier aussi, qui est une personne justiciable comme n'importe qui, a totalement raison dans ces conflits-là, ou bien est-ce que... Parce que je me pose la question, comment un particulier se plaint d'une banque, disons d'un travailleur de la banque pour problème de paiement, alors la banque n'a pas encore réagi. C'est une question qui me fait torturer un peu. Comment, si la banque n'a pas réagi par rapport à ça, ça veut dire, est-ce que le banquier qui est accusé, est-ce qu'il, quelque part, il n'a pas une part de responsabilité? Parce que moi, je me rappelle d'un dossier qui concerne une banque de la place, où un particulier qui avait son cousin était son comptable, c'était un chef d'entreprise des BTP. Son cousin se permettait d'enlever des chèques dans son chéquier. Alors, la signature est imitée, le cachet qu'il utilisait était imité, et pourtant, il a été payé. Il a vidé pratiquement tout le compte, c'est-à-dire tout le contenu du compte de son cousin dans une banque. Maintenant, il voulait se transporter dans une autre banque, parce qu'il avait un autre compte là-bas. Et c'est là-bas où il a été pris. Mais c'était un réseau qui impliquait même des policiers. Donc quand le malfrat a été pris, amené à la police, maintenant le monsieur il a porté plainte contre la banque parce qu'il estime que ceux qui ont fait le paiement ont fait à dessein. Mais je vous jure, jusqu'aujourd'hui, même hier soir, il m'a appelé pour me donner l'information. Il m'a dit qu'ils sont encore à la Cour suprême pour une deuxième cassation. Alors qu'au niveau du tribunal de première instance, il a gagné. La cour de cassation, la cour d'appel a cassé. Ils sont partis à la Cour suprême. La Cour suprême lui a donné raison, a confirmé le premier jugement. Après, ils sont revenus, la Cour d'appel a encore cassé. Ils sont aujourd'hui à la deuxième cassation devant la Cour suprême. Ça veut dire que il faut que les banquiers aussi comprennent. Quand on faute, on paye. Voilà. Ablaïan. Je pense que le problème, les juges et les banquiers, c'est vraiment regrettable. Et ça fait que les Maliens souffrent d'autres problèmes. Je souhaite qu'ils trouvent un terrain d'entente pour résoudre définitivement ces problèmes. Et il y a un problème qui guette les banques. Ça, c'est le problème de spéculation foncière qui peut conduire certaines banques à la faillite si on ne prend garde. Je pense qu'il faut anticiper et prévoir ça rapidement afin de prévenir cet autre problème qui menace même sérieusement. Makan Konaté. Oui, je dirais que c'est la première fois que, en tout cas à mon avis, que je constate que les banques partent en grève. Pour moi, c'est la toute première fois parce que très généralement, le banquier n'aime pas le bruit. Le banquier aime le calme. Voilà. Mais c'est la toute première fois que sur toute l'étendue du territoire national, que les banques décident d'observer une grève. C'est que vraiment, il y a quelque chose de trop. Je pense que les syndicats vont profiter quand même de ces 3 jours de grève avec les autorités pour essayer de trouver... Vous pensez que le mouvement va s'arrêter à ce vendredi? Bon, c'est mon souhait parce que beaucoup de gens ont leur chèque. Hein. Moi, je n'ai pas touché mon chèque. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont leur chèque qui veulent aller toucher. Bon, si les banques ne travaillent pas et nous sommes en fin de mois, vous voyez quel est le problème que ça peut causer.
Alors, il semblerait que j'entends de l'autre côté que le mouvement va continuer. Voilà. Donc, ce qui n'est pas apparemment une bonne nouvelle. Bon, je crois que... Voilà. Donc, juste, on a quelques minutes, on va quand même aborder le dernier point. Il s'agit des violations faites aux femmes. Alors, les violations faites aux femmes, il en est beaucoup question. Cette semaine, ce qui est très logique avec le démarrage de la 24e édition des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres décrétés par les Nations Unies. Alors, il s'agit des violences au lieu de violations. Alors, je m'excuse, les violences donc faites aux femmes, c'est un phénomène qui a de l'ampleur ici au Mali. Je pose la question à Madame Togola Awasemega. Oui, malheureusement, c'est un phénomène qui a de l'ampleur au Mali. Alors, je définirais d'abord la notion de violence faite aux femmes. Ce sont des violences physiques, violences morales, violences psychologiques, extrêmement importantes, et surtout les violences conjugales qui pèsent énormément ici. Les violences conjugales, je dirais, sont encouragées d'une part par le poids de la société, la famille par-ci, la belle famille par-là, ou par exemple le cas d'un homme qui bat sa femme, lorsque cette dernière veut entamer des procédures de divorce, il y a tout le monde qui s'élève, qui dit Imounou, notamment, sois patiente, ça va finir, reste là, au cas où il y a des enfants, reste pour tes enfants et tout. En oubliant que c'est la femme qui souffre. C'est elle, tous ceux qui sont autour ne savent pas réellement ce qu'elle vit. Et c'est extrêmement dur et je pense qu'il faut revoir ce point-là dans la société. Amadou Diallo. Bon. Alors ça c'est... Encore compliqué. Bon, je me rappelle d'un sujet de genre à l'INSUP. Malamine Traoré, père à son âme, nous disait une femme, quand on demande à une femme de parler de l'expérience d'une femme excisée, elle ne peut pas le dire. Et une femme non excisée ne peut pas parler de l'autre aussi. Excusez-moi du terme. Juste pour dire que ça, c'est un problème un peu compliqué, parce que c'est un problème de société. Comme l'a dit ma consoeur, c'est un problème de société. Ce qui est toléré ailleurs n'est pas forcément ici. Ce qui est toléré ici n'est pas forcément de l'autre côté. Mais moi, je crois que, ça c'est mon point de vue personnel, je crois que la femme africaine peut se sentir fière, peut s'estimer heureuse par rapport à leurs sœurs d'autres continents. Franchement, vous lancez un débat. Je suis pas ça, d'accord. franchement, en tout cas, ça c'est bon. Parce que, vous savez, en Afrique, on dit, les femmes, nos parents disent que la nuit porte conseil. Le porte-conseil là, c'est qui? C'est nos femmes, nos mamans, nos sœurs qui sont à la maison. Malheureusement, tous les hommes ne sont pas... Bon, je crois que... Encore, je crois que je me dis... Il nous reste donc très peu de temps, oui. Voilà. Nous allons donner la parole à Abdoulaye Niang de Radio Dambé. Moi, je pense que si c'est pour aider la femme à s'améliorer, c'est une bonne chose. Mais derrière ces vocables mystificateurs tels que violence faite aux femmes, droits des femmes, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière. Je ne sais pas quels sont ces types de violences faites aux femmes chez nous. Bon, partout dans le monde, il y a des violences. Les jeunes filles et femmes musulmanes qui sont brutalisées chaque jour en France et dans d'autres pays. L'islamophobie, on sait ce que ça veut dire. Ces femmes ont besoin de leurs droits. Donc, il faut que les femmes prennent conscience si les droits des femmes est synonyme de dépravation des mœurs chez les femmes. Je ne vois pas si c'est autre chose, si ce n'est détruire notre société. Makan Koné, juste en deux mots. Makan Konaté. Voilà, donc, c'est-à-dire, moi je pense que vous avez parlé de journée des femmes, journée mondiale des femmes. Est-ce qu'il n'est pas bon maintenant de penser également à une journée mondiale des hommes? Parce que les femmes ne font... Non, les femmes ne font... mondiale de lutte on en a que les femmes m'excusent, mais on a trop parlé des femmes. Je crois qu'il y a des hommes qui sont battus par leurs femmes. Il y a des hommes qui subissent des violences sexuelles. Malheureusement, le temps qui nous était imparti. Alors, le temps est fini. Makan Konaté, je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions 4 invités. Madame Togola Awasemega, Kunafoni.com, Makan Konaté, Maliba FM, Amadou Diallo, il est de l'essor Abdoulaye Niang, Radio Dambé. À la réalisation, il y avait Ousmane Djadje Touré. Mise en
ondes, Salim Djouara. À la régie vidéo, Seydou Mbo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. Au revoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibero. Halud Mauni. Sheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.